Bien de suivre la télévision rwandaise et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Les opérateurs privés dans la ville de Kigali se déclarent heureux de la diminution des cas positifs de contamination au Covid-19. La population du district de Gisagara, c'est au sud du Rwanda, récemment affectée par des pluies torrentielles, apprécie l'aide du président de la République reçue ce mercredi. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce journal présenté par Jean Damascène Manishimwe et moi aussi, Michel Iradukunda. Michel, bienvenue à la télévision rwandaise, mais vous n'êtes pas nouvelle dans cette maison. Oui, c'est vrai, je ne suis pas nouvelle. D'habitude, je travaille à la radio, mais maintenant, je vais présenter ce journal pour la première fois à la télévision. Oui, tu seras désormais avec nous pour présenter le journal en langue française. Ouais. On y va maintenant. Le président de la République, Paul Kagame, a présidé ce mercredi le Conseil des ministres, le tout premier de cette année 2022. Le Conseil s'est penché, entre autres, sur les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19. Cela intervient alors que le variant Omicron avait provoqué l'augmentation vertigineuse des cas de contamination au Covid-19 depuis début janvier courant. Les statistiques du ministre de la Santé ces derniers jours démontrent par ailleurs une diminution sensible des cas de contamination dans le pays avec une campagne de vaccination anti-Covid qui s'accélère sur toute l'étendue du Rwanda. Oui, la suite de ce journal, les opérateurs privés dans la ville de Kigali se déclarent heureux de la diminution des cas positifs de contamination au Covid-19 et souhaitent que l'heure de fermeture des activités soit davantage retardée. Kassim Youssouf. La diminution des cas d'infection au Covid-19 suscite l'espoir que l'heure de fermeture des activités commerciales soit davantage retardée et que le nombre de personnes participant à diverses activités soit revu à la hausse. Je vends des bijoux qu'on porte lors des cérémonies de mariage, mais elles sont actuellement fréquentées par peu de personnes. Si au moins on pouvait revoir le nombre de participants à hauteur de 50%, ce serait une bonne chose. Selon les nouvelles informations sur la pandémie qui nous parviennent, nous constatons que le nombre des cas diminue. Nous demandons au gouvernement d'au moins prolonger les heures de travail pour que nous puissions subvenir aisément à nos besoins. On devrait augmenter le temps consacré aux affaires et également autoriser certaines activités qui ont été fermées afin qu'il y ait une ambiance qui nous permette d'obtenir de l'argent et ainsi développer notre pays. Abimana Montfort est ambulancier et se charge du transport de patients infectés par le Covid-19. Il indique que les courses qu'il effectuait ont sensiblement diminué, ce qui fait penser que les infections ont diminué. Lorsque nous sommes venus de la Croix-Rouge apporter du soutien, les patients étaient nombreux. Je pouvais faire 5 courses par jour, mais maintenant je viens 2 fois, voire 1 fois, pour récupérer un patient autorisé de sortir. Ce n'est plus comme avant. Le directeur de l'hôpital de Kanyinya qui prend en charge les patients infectés par le Covid-19 indique qu'il leur reste seulement 10 patients alors qu'au 1er janvier 2022, ils étaient 45. Ils sont les seuls patients que nous avons à l'heure où on se parle et le nombre diminue parce que les sorties de l'hôpital augmentent matin et soir. En fait, les sorties sont plus nombreuses que les entrées. Par rapport aux jours précédents, la plupart des patients que nous accueillons ne sont pas en situation critique et nous avons assez de médecins qui s'occupent des cas graves et il n'y a pas de problème particulier. Par rapport à 2 ou 3 semaines précédentes, en général, le nombre de patients admis à l'hôpital est faible. Les statistiques du ministère de la Santé publiées ce mardi 25 janvier révèlent que sur 13 158 tests effectués, les cas positifs sont au nombre de 173 et le taux d'incidence est de 1,3%, alors qu'au 1er janvier cette année,
Sur 11 075 tests effectués, les cas positifs étaient 928, soit un taux d'incidence de 8,4%. Alors que la campagne de vaccination anti-Covid se poursuit dans le pays, plus de 90% de la population de la province de l'Ouest a déjà reçu la première dose et 77% de la seconde dose. Cette campagne des 10 jours avait pour objectif d'offrir l'opportunité à tous ceux qui les souhaitent, mais qui ne l'avaient pas encore reçu, de recevoir la première et la seconde dose contre la Covid-19. Cette campagne faisait du porte-à-porte en appelant la population à se faire vacciner, mais aussi en rappelant à ceux qui avaient reçu la première dose de respecter le délai pour la seconde. Mais il a été aussi question d'approcher les personnes isolées ou encore celles malades ou, en plus, celles qui sont trop âgées. Boukari Innocent est âgé de 95 ans. Il vit en district de Rusizi. Il a pu bénéficier de ces vaccins chez lui, vu son âge très avancé. Je suis malade depuis un certain temps. Je suis paralysé sur une partie de mon corps. Donc, je ne pouvais pas me déplacer vers le centre de vaccination. Ils m'ont amené un vaccin ici à la maison et ils m'ont fait la promesse de m'en apporter la seconde ici. Le renforcement de la stratégie visant à inciter la population à se faire vacciner en faisant en sorte de restreindre l'accès des lieux des grands rassemblements aux personnes non vaccinées a incité de nombreuses personnes à adhérer au programme, comme par exemple l'accès au marché ou aux gares routières n'était réservé qu'aux personnes vaccinées. Les responsables du district de Rusizi indiquent que grâce à la campagne, sur le 29 205 qui devaient être vaccinés, 19 782 l'ont été, soit 68%. Nous avons atteint les 68% grâce à cette campagne. La raison est que, compte tenu de l'emplacement de notre province, certaines personnes ont été vaccinées, mais n'ont pas été ajoutées dans le système. Nous avons à ce jour 5 125 personnes qui n'étaient pas ajoutées au système. Mais nous sommes en train de remédier à la situation. Nous avons mis en place une équipe qui est en train de les introduire dans le système. Le gouverneur de la province de l'Ouest, François Abité-Geko, a indiqué que la sensibilisation doit se poursuivre, car seulement 8,5% de la population locale a reçu la troisième dose. La plupart de ceux qui n'ont pas encore reçu des vaccins, c'est pour des questions liées à des croyances ou religions. En province de l'Ouest, c'est le district de Rubavu qui vient en tête en ce qui concerne les personnes vaccinées, avec 108% pour le premier vaccin, 84,4% pour la seconde. Le district de Rusizi est à 86% pour le premier vaccin et à 73% pour la seconde dose. Le district de Gisagara, récemment affecté par des pluies torrentielles, apprécie la visite du président du Sénat rwandais qui a remis à la population la contribution du président de la République, Paul Kagame. Le président du Sénat rwandais, le docteur Augustin Yamuremye, qui a visité cette localité, a transmis aux autorités locales le message du président de la République, Paul Kagame, une aide financière personnelle d'une valeur de 10 millions de francs rwandais. Après ce qui leur est arrivé, j'ai décidé de rendre visite à mes voisins. Une forte pluie qui a détruit des maisons, il y a même une vie perdue, des cultures qui ont été endommagées. Mais comme autorité, on ne fait jamais de programme à titre personnel. Heureusement, lorsque j'en ai parlé au président de la République, en le mettant au courant que j'ai prévu de rendre visite à ceux qui vivent dans ma localité d'origine, Son Excellence a directement dit qu'il avait également prévu de leur rendre visite. C'est ainsi que le président m'a demandé de leur transmettre ses salutations avec une contribution que j'ai remise aux autorités du district et du secteur pour les soutenir. Au cours de sa visite, le président du Sénat rwandais a également visité diverses infrastructures en cours de construction à Gisagara.
le site mémorial du génocide de Kabuye et autres. Inauguration ce mercredi en district de Musanze d'un centre d'innovation technologique, un centre qui va aider les jeunes de la place à se créer de l'emploi. Soro Janvier est l'un des 19 jeunes qui viennent de passer 2 mois dans ce centre. Il revient sur les bienfaits de ce centre. Cela nous a poussé à savoir ce qu'on peut faire pour être un innovateur présent au marché ou se développer en tant que jeune. Cela nous a permis d'avoir une ouverture d'esprit et des fois, on s'asseye et on se dit qu'on peut faire quelque chose selon les compétences dont on dispose. On nous apprend ici comment se créer de l'emploi. On nous apprend comment utiliser les machines qui sont ici pour pouvoir nous développer en tant que jeunes. C'est vraiment une bonne chose pour les jeunes et cela favorise notre développement. Avant que ce centre ne soit installé ici, il était difficile que quelqu'un dise qu'il va faire telle ou telle autre chose. Nous allons aider d'autres jeunes pour qu'ils puissent d'abord prendre des initiatives et qu'ils se demandent ce que ce centre peut leur apporter et que nous leur proposions de solutions. Ce projet fait partie de l'autre plus large inauguré en 2017 en vue d'appuyer le développement dans le domaine de la technologie et de la création des innovations, surtout au sein de la population jeune. Ce projet a été lancé conjointement par le gouvernement du Japon par l'intermédiaire de son agence de coopération internationale, JICA, et par le Rwanda par le biais du ministère de la Technologie et Innovation. L'ambassadeur du Japon au Rwanda, Masahiro Imai, indique que même si le Rwanda, à l'instar de son pays, ne dispose pas d'autres ressources naturelles qui les aident dans le développement, il dispose toutefois le capital humain qui est incomparable lorsqu'il s'agit de l'exploiter, ajoutant que la technologie va contribuer à cette exploitation. C'est un des moyens précieux pour augmenter la capacité individuelle du peuple rwandais. Le Rwanda et le Japon se situent grosso modo dans une même situation parce qu'on n'a pas de ressources naturelles comme d'autres pays africains. Donc il n'y a rien d'autre à faire que d'enrichir les capacités et compétences individuelles du peuple pour assurer la croissance économique. La gouverneure de la province du Nord indique que ces centres vont apporter un plus sur ce que les jeunes ont appris à l'école, surtout que ceux qui y sont ont fréquenté les écoles d'enseignement technique et professionnel et seront formés gratuitement, ajoutant que les jeunes doivent exploiter cette opportunité. Les jeunes vont avoir un moyen pour le renforcement des capacités. Il arrive qu'un étudiant termine ses études, mais qu'il n'ait pas de compétences lui permettant d'aller au marché de l'emploi. Ici, c'est un surplus sur ce qu'ils ont appris à l'école, en acquérant assez de connaissances leur permettant de se créer de l'emploi, et s'ils vont au marché international, ils peuvent créer un emploi de qualité car ils ont acquis plus de connaissances qui leur permettront de subvenir à leurs besoins du quotidien. En dehors de la ville de Kigali, ces centres sont à Musanze, Huye et Rwamagana à Gahozo Shalom. Poursuite ce mercredi à la cour d'appel du procès des anciens dirigeants du mouvement MRCD-FLN. Dans l'audience du jour, le ministère public a expliqué à la cour ses motifs d'appel, comme nous le dit en détail Patrick Niridandi. Depuis que Paul Rusesabagina et ses co-accusés du MRCD-FLN ont été condamnés pour leurs crimes, l'accusation a immédiatement exprimé son mécontentement face à la décision du tribunal et a décidé de faire appel. Il s'agit d'une affaire jugée par une chambre spécialisée de la Haute Cour en charge des crimes internationaux et transfrontaliers basée en district de Nyanza. L'accusation a démontré à la Cour d'appel que l'article 60
du code pénal rwandais avait été ignorée lorsque la sentence avait été prononcée contre les anciens dirigeants du MRCD, FLN et leurs combattants. Cela signifiait que la loi prévoyait des peines et circonstances atténuantes en cas d'accord entre les deux parties. Mais cet accord ne devrait pas aller au-delà de ce que la loi prévoyait. L'accusation a informé la Cour d'appel et les avocats de la défense que la Chambre spécialisée avait prononcé des peines faibles par rapport à ce qui est prévu par la loi, en vertu des dispositions de cet article. En ce qui concerne les circonstances atténuantes, l'accusation fait valoir que l'article stipule qu'un criminel condamné peut avoir sa peine réduite, mais pas en deçà de celle prévue par les dispositions de cette loi, qui se fonde également sur le fait que la Chambre spécialisée saisie de l'affaire était différente parce qu'elle a imposé une peine inférieure aux dispositions du présent article. Ce sujet a été longuement abordé devant la Cour d'appel par les deux parties, aussi bien l'accusation que la défense des accusés. Les avocats de la défense ont eu l'occasion d'expliquer au tribunal que la décision de la Chambre spécialisée de la Haute Cour en charge des crimes internationaux et transfrontaliers était juste, car elle avait jugé en faisant référence aux autres affaires similaires jugées par divers tribunaux. L'appel de certains des accusés a également été controversé, la Cour d'appel ayant informé l'accusation qu'aucune décision définitive n'avait encore été prise quant à l'augmentation des peines contre les accusés. Ce procès a été ajourné au vendredi 28 janvier prochain. Depuis mardi 25 janvier, Courant Kigali arbitre le 11e symposium des chefs d'état-major de l'armée de l'air des pays africains. En marge des travaux du premier jour, les participants ont visité le site mémorial du génocide de Kigali, 6 à Gisozi. Ils ont fait le tour des différentes parties du site et ont eu des explications sur l'histoire politique du Rwanda, notamment la mauvaise gouvernance qui conduit au génocide contre les Tutsis en 1994. Au terme de cette visite au site mémorial, le général de brigade de la force aérienne de la République démocratique du Congo et où il est chargé des opérations et renseignements, nous a livré ses impressions. Je suis chargé des opérations et renseignements. C'est avec émotion que moi je suis ressorti de ce mémorial, que ce n'est pas encore fini. Mais pour moi, je n'ai qu'un seul mot, plus jamais ça. Donc l'humanité, si on parle de l'Afrique, si je suis là, je représente mon pays qui préside l'Union africaine pour le moment jusqu'au fin décembre. L'humanité doit apprendre à vivre en harmonie avec elle-même, avec la nature. Donc le seul mot, plus jamais ça. Place maintenant à la page internationale. Ouvrons cette page par le Burkina Faso, un pays à nouveau secoué par un coup d'État et la destitution du président Roch Marc Christian Kaboré. Pourquoi encore un coup d'État? Qu'est-ce qui a manqué à la population de ce pays? Autant de questions que nous avons posées à M. Akani Giresse Machel, qui vient du Bénin, un pays voisin du Burkina Faso. Il commence par nous dire l'instabilité du Burkina Faso qui ne date pas d'hier. D'abord, il faut dire que le Burkina, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, a connu chaque fois des coups d'État et des insurrections de la population qui ont renversé des chefs d'État également. Il faut dire que sur les 10 présidents ou la dizaine de présidents que le pays a connus, aucun n'a officiellement fini son mandat et passé la main à un successeur. Donc techniquement, oui, le Burkina a toujours eu cette instabilité du point de vue politique. Mais s'il faut aborder le côté instabilité sécuritaire, le Burkina a été plus ou moins un pays assez calme depuis les indépendances. Il y a eu une petite guerre entre le Mali dans les années 1963, mais qui n'a pas duré, qui n'a pas fait assez de dégâts. Et la situation qu'on connaît actuellement aujourd'hui vient au lendemain des élections du président Kaboré en 2015,
avec une partie du pays qui est actuellement occupée par des terroristes et qui sévissent régulièrement avec assez de dégâts et assez de conséquences sur la population. Alors, à part cette instabilité plus ou moins généralisée, est-ce qu'il y a les autres défis de taille auxquels la population du Burkina a été confrontée, du moins jusqu'à ces événements récents? Comme la plupart des pays africains, le Burkina est confronté à une pauvreté de la population, à un manque d'emploi de la jeunesse qui finissent les études et qui n'ont pas d'emploi. Il y a le problème épineux de la mauvaise gestion, de la mauvaise gouvernance, de la corruption, de l'opacité de la gestion du bien public. Il y a tous ces corollaires-là qui forment un cocktail dans lequel le pays s'est enlisé et qui ne permettent pas véritablement un développement. Donc il faut comprendre aujourd'hui que la population est entre griffes fatiguée de vivre depuis les années 60 les mêmes scénarios. Alors si nous regardons le Burkina Faso dans la sous-région, quelle est sa place dans la sous-région, point de vue des échanges entre pays? Le Burkina occupe quelle place? Le Burkina est comme un pays carrefour en Afrique de l'Ouest. À lui seul, il a 6 pays limitrophes, 6 voisins. Il n'a pas accès à la mer. Il n'a pas accès à la mer, c'est un pays enclavé. Et il a 6 voisins. Et parmi les 6 voisins, il y a 3 qui sont des pays côtiers, le Bénin, le Togo, le Burkina. Le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, pardon. Donc le Burkina est comme un pays de transit pour désenclaver le Mali, une partie du Nigeria, le Niger. Donc c'est un pays qui est au cœur du transit, du transport des biens, des marchandises et des personnes dans la sous-région. C'est un pays très stratégique. Alors ça devrait plutôt être servi, disons, d'atout de développement pour ce pays. Normalement. Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, la gestion, l'opacité, la corruption, le détournement des deniers publics, etc. Et alors, compte tenu justement de cette place qu'occupe le Burkina, est-ce que vous pensez qu'avec ce coup d'État qui vient de se produire dans le pays, vous pensez que cette situation peut avoir un impact négatif sur toute la région? Forcément. Il faut dire déjà que l'impact négatif sur la région se produit déjà. Parce que le Bénin subit déjà de petites attaques terroristes, le Togo également, la Côte d'Ivoire en a subi assez ces 3 dernières années. Et il faut dire que le Niger en subit régulièrement, le Mali également, le Tchad. Et quand on prend les 5 pays même du G5 Sahel, 3 actuellement sont gouvernés par des militaires, le Mali, le Burkina et le Tchad. Donc la situation qui prévaut actuellement dans cette zone doit forcément inquiéter les autres pays voisins qui ne subissent pas encore cela. Parce qu'on dit souvent, quand la maison du voisin prend feu, il faut l'aider à éteindre le feu, sinon ça viendra chez toi aussi. Si nous regardons toute la sous-région qui est confrontée au terrorisme, finalement, qu'est-ce qu'il faut pour en finir avec cette situation qui profite aux terroristes? Qu'est-ce qu'il faut à la sous-région pour en finir vraiment avec le terrorisme? C'est une très bonne question. Je crois qu'il faut dans un premier temps une coordination des États. Il faut un partage d'informations, il faut unifier les armées de ces différents États pour pouvoir combattre ces terroristes qui gagnent du terrain de jour en jour. Parce que je ne pense pas qu'un pays à lui seul aujourd'hui peut combattre le terrorisme. D'autant plus ce sont des groupes qui sont reliés un peu partout dans la sous-région et qui font des dégâts presque partout. Quand vous prenez la zone des 3 frontières, le Niger, le Mali, le Burkina, ce sont les mêmes terroristes qui sévissent dans les 3 pays au même moment. Donc si les armées de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO peuvent vraiment s'unifier pour faire face à ce défi sécuritaire, oui, on peut avoir de l'espoir. Et espérons que la CEDEAO et les autres pays de la sous-région viendront en aide au Burkina Faso pour que la situation se normalise. C'est tout le souhait de la population. Oui, et que la population puisse vivre paisiblement. Effectivement. Monsieur Akani Giles, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et je rappelle que vous êtes au Rwanda dans le cadre du programme de l'Organisation internationale de la francophonie
ou vous faciliter dans l'enseignement, apprentissage du français. Exactement, c'est cela. Merci à vous pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Voilà, c'est par ici que nous allons clôturer ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne continuation des programmes de la télévision rwandaise.